Salut! La silhouette que vous apercevez là, derrière moi, est très célèbre. C'est celle de Corto Maltese. On le reconnaît à sa redingote, sa casquette, ses pattes et sa boucle d'oreille. C'est un personnage célèbre de la bande dessinée française. Moi, je suis Patrick Lavrine. Depuis très longtemps, je suis passionné de BD. J'en lis énormément. Et j'adore dessiner. Nous sommes ici à la Cité de la bande dessinée à Angoulême. Et ensemble, nous allons nous pencher sur les différentes étapes de la création d'une bande dessinée, depuis sa conception jusqu'à sa réalisation. Au fil de mes lectures, j'ai rencontré des personnages sourds dans certains albums. C'est donc un domaine très riche que nous vous invitons à découvrir. On y va ? On pense souvent que la bande dessinée est réservée aux enfants, mais pas du tout. Elle est vraiment tout public. L'année dernière, il s'est vendu près de 40 millions d'ouvrages en France. C'est énorme. La bande dessinée est considérée comme un art à part entière. On l'a d'ailleurs baptisé le 9e art. Et même si son histoire est toute récente, elle est bien réelle. C'est ce qu'on va voir. C'est à ce moment-là que débute la bande dessinée. C'est là que tout commence, c'est-à-dire que ça se passe en Suisse, à Genève. Rodolphe Töpfer, qui était un prof et un dessinateur, un prof de dessin et aussi un dessinateur de presse, qui le premier fait des histoires en images avec des suites de cases, avec du texte en dessous. Donc c'est les naissances de la bande dessinée, 1833. Ça, c'est Bécassine, ouais. Oui, je la connais. C'est une des premières héroïnes françaises de la BD. Alors là, dans la longue histoire de la bande dessinée, on est dans ce qu'on appelle le moment franco-belge. C'est Tintin en 1946 et Spirou, qui était même paru avant la guerre en 1938 mais qui a reparu en 1945, vont publier des séries que tout le monde connaît. Spirou, Tintin, Blake et Mortimer, Gaston. Et puis après, on arrive ici avec 1959, c'est Pilote. Et alors Pilote, c'est la naissance, on va dire, de la bande dessinée moderne contemporaine. C'est vraiment le creuset de la naissance de la bande dessinée adulte en France. On découvre ici la diversité et la richesse de la bande dessinée. Mais à la base de tout ça, comme on va le voir, il y a une idée et un scénario. C'est vraiment un très bel endroit. C'est ce lieu qui vous a inspiré pour le port de la Lune ? Oui, tout à fait. Ça se passe ici. C'est un lieu absolument magnifique pour faire vivre l'héroïne que j'ai créée, qui est flic et sourde. Donc c'est un lieu qui a accueilli l'Institut national des jeunes sourdes pendant un certain temps, jusque dans les années 50, puis qui a accueilli en même temps, à un moment donné, les policiers pour ensuite se séparer. L'IEJ est parti en banlieue. Mais c'était le lieu magique qui pouvait faire vivre à la fois dans mon héroïne la surdité et le fait qu'elle soit policière.
Vous êtes également à l'origine d'un autre album, intitulé « Des mots dans les mains ». Vous pouvez nous en parler ? Alors les mots dans les mains, c'est une situation complètement différente du port de la Lune. Dans le port de la Lune, c'est une histoire fictive où j'invente des choses même si ça se situe dans un lieu réel. Dans les mots dans les mains, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que c'est une histoire qui est presque réelle. Je me suis inspirée de beaucoup d'enfants sourds en intégration scolaire individuelle dans un univers scolaire. Donc c'est le personnage est fictif et tout ce qu'il y a autour va être réel. Et encore avant celui-là, il y a eu Paroles de sourds. C'était quoi le sujet ? Alors, Paroles de sourds, c'est effectivement la première bande dessinée que j'ai réalisée avec Corbeyran sur le thème de la surdité. Donc là, c'était un peu différent. J'ai rencontré 21 personnes qui m'ont confié un bout de leur histoire. C'est ce que je leur demandais. J'ai dit, racontez-moi un bout de votre histoire. Eh bien justement, on va voir maintenant comment une idée se transforme en scénario. Dans Paroles de sourds, on retrouve de nombreux témoignages de personnes sourdes. Comment vous vous y êtes pris pour transformer ces différents témoignages en scénarii et en faire des histoires courtes ? Le rôle du scénariste dans Paroles de sourds, c'est un peu une interface. Une interface entre le monde des sourds et le monde des entendants. Vous êtes celui qui va faire en sorte que les anecdotes des sourds vont pouvoir être comprises par des lecteurs entendants. Et à moi d'attribuer telle histoire à tel dessinateur. Donc on va choisir chaque histoire en fonction de ce qu'elle dégage. Par exemple, c'est une anecdote, elle est tragicomique, donc on va la faire dessiner par un tel. Une autre anecdote est plutôt basée sur la tristesse, sur le souvenir, sur un souvenir qui n'est pas gai, donc on va utiliser tel autre dessinateur. Voilà un petit peu comment s'est joué le casting de... Vous avez votre histoire qui est une espèce de bloc, et ce bloc, vous allez le découper en plusieurs unités. On a à peu près, quand on est scénariste, 400 images pour raconter une histoire. Donc ces 400 petites vignettes, il va falloir les animer. Donc le travail du scénariste à l'intérieur de ces vignettes, c'est de décrire le contenu de chaque case, donc qui est à l'image, quel personnage est à l'image, combien sont-ils, que font-ils, quelle expression ont-ils, comment sont-ils habillés, dans quel décor sont-ils, et surtout aussi une grande partie du boulot du scénariste, c'est le dialogue, c'est-à-dire qu'est-ce que disent ces personnages ou qu'est-ce que pensent ces personnages à ce moment. Et quand vous avez décrit vos 400 petites vignettes sous forme de pages et de cases, vous pouvez transmettre votre scénario bouclé au dessinateur. Jusqu'ici, j'ai rencontré plusieurs personnes, des scénaristes. Et là, j'ai avec moi quelques albums qui traitent des sourds de manière humoristique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la place de l'humour dans la bande dessinée en général ? L'humour en bande dessinée, c'est un monde, c'est immense. Ce qu'il y a, c'est, je ne sais plus qui disait, je crois que c'est Mark Twain qui disait, il y a deux façons de raconter une histoire. Soit on prend un événement très simple, puis on le raconte de manière très très exagérée, soit on prend un truc complètement invraisemblable et on le raconte de façon très simple.
C'est un peu les deux grandes bases. Là, moi, ce qui me plaît bien dans ce que je vois, c'est que manifestement, les sourds sont capables de rire d'eux-mêmes. Et ça, je trouve ça très, très bien. Je trouve que c'est un très, très bon signe, il me semble. Je connaissais le travail de Pat Mallet parce que il a beaucoup travaillé dans la presse pendant de nombreuses années, mais je savais qu'il était sourd, mais je ne connaissais pas tout l'incroyable production qu'il a justement sur l'humour sourd, si je peux dire. Et ça, c'est une bonne surprise pour moi. C'est drôle, non? Ça vous fait rire? J'aime bien ça. Celle-là, je la trouve formidable. Et il y en a beaucoup comme ça. C'est vraiment drôle. Ça me fait beaucoup rire. C'est typiquement l'humour sourd, des histoires de sourds. Oui, c'est tiré de la culture sourde et de leur vie quotidienne. Et tu dessines toujours sur le thème de l'humour? L'humour, oui, mais je préfère des sujets un peu plus sérieux. Je suis passionné d'histoire et... Ah ouais, d'accord. Et j'ai plutôt envie de me consacrer à ça. Mais c'est super beau. C'est Paris, ça? Oui. Oui, mais un vieux Paris, celui du XVIIIe siècle. J'ai une question. Dans ta mise en page, j'ai vu que tu avais dessiné une cheminée qui débordait de sa case. Et pourquoi tu as fait ce choix? C'est plus vivant. Je m'inspire d'autres bandes dessinées. Je récupère des idées, des styles, et là, je trouvais que ça faisait beaucoup plus vivant. En fait, Les vignettes fermées, je trouve ça trop strict, trop classique. Le fait de déborder, ça rend les choses plus réelles. plus vivant, quoi, plus présent et aussi plus attirant. Et tu travailles encore dessus, là? Oui, oui. Tu dois le terminer pour quand? Novembre 2012. Ah, 2012. Pour le tricentenaire de la naissance de l'abbé de l'Épée. Pour la célébration des C'est 300 ça. ans de l'abbé de l'Épée. Ah, c'est pour ça. C'est un projet intéressant. Alors on est dans la salle des archives et ici on conserve un grand nombre de documents. C'est un peu comme la salle au trésor. Je vais résister à l'envie d'aller fouiller dans tous ces tiroirs. Je me demandais si tous les auteurs travaillaient de la même façon ou pas. En bande dessinée, en fait, tout le monde suit à peu près la même méthode, mais chaque auteur adapte selon sa façon, sa sensibilité. Et là, on va regarder. Alors, par exemple, un scénario directement découpé et même dessiné. Ça, c'est par exemple un scénario de Raoul Cauvin, qui est scénariste très célèbre, des Tuniques bleues, de Cédric, de beaucoup de séries très populaires. Et lui, ce qu'il donne à son dessinateur, c'est pas un texte appel à la machine, c'est un découpage dessiné, un petit talent de dessinateur, donc il fait rapidement les mises en place. Et ce qu'on peut voir, c'est que cette mise en place avec ses dessins, c'est une proposition que le dessinateur a toute liberté de suivre ou pas. Donc là, on va regarder, par exemple, et on se rend compte que le dessin qu'il a proposé, la grande case, elle a été respectée. Le découpage est à peu près respecté, mais le dessinateur change la position des personnages. Enfin, il fait sa petite cuisine à lui après. Alors là, on voit vraiment la structuration d'une bande dessinée, comment le travail s'organise et comment son squelette s'étoffe progressivement. Et justement maintenant, on va rencontrer un dessinateur qui va nous en dire un peu plus sur son travail.
content de te voir. Oh, le 4e tome des Terres lointaines est sorti? Oui. Celui-là relève plus des écoles belges et italiennes. On remplit par des crayonnés, des tracés. Il y a plus de lignes. On est vraiment proche du style italien ou belge. Ah vraiment, alors ce dessin, j'adore. J'adore le style. Et puis ce personnage. Il est vraiment magnifique. Cette sorte d'insecte hors du commun, fantastique. Mais comment t'es venue cette idée? Eh bien, en fait, Léo m'a envoyé son scénario. Il me proposait d'imaginer un personnage mi-humain, mi-crabe. Il m'a demandé de faire des recherches autour de ça. Alors je me suis lancé. J'ai fait une première étude sur le cheval. Pour la mécanique du déplacement, c'était important. J'étais obligé d'en passer par là. Après, j'ai fait une étude autour du phoque. Et à partir de là, j'ai laissé libre cours à mon imagination. J'ai aussi travaillé sur le crabe, sur sa morphologie, le nombre de pattes, la manière dont il mange et comment il se déplace. Et par la suite, je l'ai croisé avec l'humain. Ce n'était pas évident. J'ai présenté plusieurs moutures à Léo. Il a fait son choix en me demandant de réduire le nombre de pattes. Il y en avait 8. C'était trop. Il pensait que 4 c'était suffisant. Il le voulait moins agressif, plus doux, gentil, fort, intelligent. C'est vrai que la première fois qu'on le voit, il peut être effrayant, mais voilà, c'est l'essence même du personnage. Ah oui, je me souviens très bien de cette bande dessinée, Virginie. Ça remonte déjà à plusieurs années. Mais la couverture était différente. J'ai une autre couverture en mémoire. Ah, effectivement. En fait, il y a eu plusieurs éditions. Alors, j'en ai plusieurs, mais je ne sais pas si j'en ai retrouvé. Est-ce que c'était celle-là? Il y avait celle-là. C'était pas celle-là? Non, c'est pas ça. C'était une autre encore. Une autre? C'est Ah, peut-être oui, encore une précédente. Je me souviens qu'elle avait de longs cheveux bouclés. Des fidèles. Est-ce qu'il y avait encore... C'était la première, alors, c'est celle-ci? Voilà, c'est celle-là dont je me Alors, rappelle. ça fait vraiment très plaisir parce que cette édition remonte au tout début de cette série, en fait. Oh là là, ça remonte un petit peu. Je me souviens très bien de Virginie. C'était la première bande dessinée qui intégrait un personnage sourd. C'est pour ça que ça m'a marqué.
J'adorais lire des bandes dessinées et c'est la première fois que je découvrais un personnage sourd, ça m'a vraiment touché. Ça me touche beaucoup. C'est pour ça que je me souviens si bien. Et en plus, c'était une belle fille. Pour moi, c'est vraiment un des personnages fétiches de la série Temps de banlieue. Elle existe maintenant depuis 30 ans et elle est toujours celle qui est l'une des préférées des lecteurs. Et pourquoi avoir choisi un personnage sourd? Vous pouvez me raconter cette histoire? Le choix est venu un petit peu naturellement. C'est-à-dire qu'en fait, au tout départ, je l'avais faite pour le journal Okapi. Et Okapi m'avait simplement demandé de m'adresser à des adolescents en leur racontant des histoires qui ressemblent au quotidien. Et je me suis dit, mais j'ai envie de parler des différences, mais comment montrer une différence sans trop montrer le côté caricatural d'une différence, comme un jeune de couleur noire avec un jeune blanc, ça se voit trop facilement, c'est trop facile. Je voulais simplement montrer quelqu'un de différent mais semblable. J'avais envie de vous montrer cette bande dessinée. C'est celle d'un dessinateur connu, Domas. Il a imaginé intégrer les sourds et la langue des signes à sa BD. Alors par exemple, les bulles rondes représentent la parole des entendants. Les bulles carrées, celles des sourds. Et les bulles en forme de nuages correspondent à tout ce que les personnages pensent. Et maintenant, on va rencontrer quelqu'un qui a lui aussi représenté la langue des signes dans la bande dessinée. En lisant votre bande dessinée, j'ai découvert que le personnage principal était sourd. Vous pouvez m'expliquer pourquoi? Pourquoi avoir choisi un personnage sourd dans votre BD? Alors, mon frère est sourd. Et depuis longtemps, j'avais envie, dans un projet de bande dessinée, de faire quelque chose autour de la surdité. Et donc, j'ai pris le parti de faire ce personnage principal, sourd, et d'aborder l'album avec une partie en langue des signes. Au niveau de la technique et du travail des mains, vous avez utilisé quelle méthode? Parce que c'est vraiment très précis, et puis il y a un vrai respect de la syntaxe, de la grammaire. Ça a dû être un travail énorme. Vous pouvez m'en dire plus sur la façon dont vous procédez? Alors, tout d'abord, j'ai travaillé avec 3 gros dictionnaires de langue des signes française. J'ai cherché signe par signe. Et ensuite, j'ai fait corriger les pages par ma belle-sœur, qui est professeure de langue des signes en école sur Paris, et qui m'a rectifié justement les histoires de main dominante, donc main gauche, main droite. Souvent, j'inversais. Le parti que j'ai pris, c'était de prélever les mots importants dans les bulles et de les signer, donc de les mettre en signe. Alors déjà, sur un personnage avec 2 phrases, par exemple, il y avait déjà peut-être une dizaine de mains qui pouvaient être dessinées. Donc là-dessus, voilà, il fallait élaguer plutôt que rajouter. Alors bon, après, ça peut participer.